Donc, eh bien, très heureux d'être ici. Et la tenue de ce colloque montre le chemin parcouru en 25 ans, peut-être pas tout à fait d'ailleurs, 22 ans ou 23 ans, et comment la création par défaut de ce DESS initial de conservation préventive, je vous expliquerai pourquoi il a été par défaut, a changé les pratiques de la conservation et comment elle a été reçue en France et comment elle a pu se développer. Alors en effet, la création de la formation en conservation préventive, l'une des toutes premières, alors je ne voudrais pas dire la première au monde parce qu'on n'est jamais sûr qu'elle soit vraiment la première, mais parmi les premières, s'est faite par glissement progressif d'un premier désir formulé en 1991 de créer un troisième site de conservation-restauration vers un diplôme spécialisé en conservation préventive. Car c'est devant les difficultés administratives et académiques de pouvoir monter un doctorat que l'on s'est rabattu sur la formule d'un DESS qui était un diplôme professionnel qui existait déjà depuis 1974. Alors les raisons de ce choix tiennent au contexte international et national qui voit se développer dans le dernier quart du XXe siècle la conservation préventive, comme l'a montré tout à l'heure Gaël. Dans les années 1990, la sensibilisation, l'information, mais surtout la formation commence à jouer un rôle primordial. Évidemment, on va trouver l'ICROM en première ligne dans cette évolution. À cette époque, dans ces années 90, elle a révisé ses statuts, et ces statuts précisent l'extension de ses missions au domaine de la sensibilisation et de l'éducation. Et la politique de formation de l'ICROM est nettement affichée dans le compte-rendu de son conseil académique réuni en mai 1992, où il est dit « Promotion de la collaboration au niveau international et de l'échange d'informations entre organismes s'occupant de formation et d'éducation en matière de production ». Donc je peux dire que le fruit était mûr pour pouvoir imaginer une formation à cet échelon. Alors il faut rendre un hommage à un précurseur, puisque en 1986, un programme de formation à l'échelle du continent africain est lancé. Ça sera PREMA, Prévention dans les musées africains, qui est le premier cours complet, s'il y en a bien eu un, c'est bien celui-là, je pense, le premier cours complet donnant lieu à un diplôme en conservation préventive. Alors l'enseignement de la conservation préventive, il fera ses premières armes, ça sera vraiment un laboratoire expérimental pour la conception des programmes à venir et leur application au champ du patrimoine. Alors, expérience déterminante pour la prise de conscience de la conservation préventive, mais surtout pour la place qu'elle prend ou devrait prendre dans l'organisation des institutions patrimoniales. Alors, on ne dira jamais assez ce que l'on doit à ce programme, qui fut en soi déjà une gageure. En effet, on a fait venir à Rome des professionnels de l'Afrique subsaharienne pour participer à un diplôme co-délivré par l'ICROM et l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. C'était un montage original, audacieux, mais qui pouvait déconcerter. Les maîtres d'œuvre de ce tour de force furent Gaël Le Guichin, bien sûr, qui a monté et porté le projet, et Jean-Pierre Sodini, qui l'a proposé et défendu auprès des instances universitaires. Au début, on n'y croyait pas tellement, et en fin de compte, on a pu créer ce diplôme qui a donné des fruits très abondants jusqu'à nos jours. Alors pensons aussi que dans le même temps, les Pays-Bas organisaient leur plan Delta pour le patrimoine, ambitieux projet d'un audit national sur l'état des collections nationales des Pays-Bas, qui devait produire un plan pour la modernisation de la gestion des collections. Donc ça, c'est le contexte international. Et puis dans le contexte français, on peut remarquer une première tentative d'une action concertée et transversale pour établir une chaîne de responsabilité autour de la prévention, et ceci dès 1976. On est assez étonné de voir cette date si jeune, mais il y a eu là la création d'un comité technique consultatif de la sécurité par l'arrêté du 25 mars 1976. Alors, il produit, là, ça serait bien de passer la suivante, il va produire en 1977 une publication qui est quasiment ignorée de tout le monde, sauf des spécialistes avertis, qui est en soi d'ailleurs le premier manuel français de conservation préventive. Il figure des chapitres qui deviendront 10 ans plus tard la colonne dorsale de la conservation préventive, et on les met dans un ordre
très particulier. On relègue vraiment le climat en fin de l'ouvrage. On commence par la sécurité, bon, ce qui est normal, c'était un comité consultatif sur la sécurité, la sûreté, l'organisation des réserves, l'inventaire, l'exposition, mouvement des œuvres. Donc vous voyez, un programme qu'on n'aurait pas désavoué 20 ans plus tard. Alors malheureusement, cette première tentative n'aura pas de suite, car le comité ne survit pas au départ du directeur des musées de France d'alors, Emmanuel de Margerie, qui avait monté ce projet et qui portait le projet. Alors il faut attendre 1985, une cellule de conservation scientifique et technique créée sous l'égide de la direction des musées de France, qui est animée par Marie-Odile Kleitz, Jean-Jacques Ezrati et Jean Lapère. Hubert Landais est alors directeur des musées de France, et cette cellule opère un changement dans l'approche de la conservation en démontrant l'interaction des services et la nécessité de constituer une chaîne de décision autour de la prévention. Mais là encore, le départ d'Hubert Landais de la direction des musées de France entraîne la disparition de la cellule de conservation, et ceci en 1989, son successeur, ne l'oublions pas, Olivier Chevrillon, ne jugeant pas nécessaire de la maintenir. Alors en effet, dans ces années, l'organisation des musées en France ne répondait à aucune doctrine ni aucune politique de conservation préventive, contrairement à d'autres pays voisins, comme les Pays-Bas, on l'a vu, le Danemark ou la Grande-Bretagne, ou plus lointain comme le Canada. Le sujet était même méprisé, voire raillé. Les laboratoires de recherche du ministère ne s'intéressaient pas non plus au sujet, il était plutôt porté vers l'examen et l'analyse des œuvres que vers la conservation préventive. Alors il faut attendre 1991 et les 4e entretiens du centre Jacques Cartier réunis à Lyon pour que les responsables institutionnels se sentent de nouveau concernés et réalisent l'importance des enjeux. Le colloque a lieu sous l'impressionnant décor baroque du réfectoire de l'ancienne abbaye des Dames de Saint-Pierre, maintenant musée des Beaux-Arts de la ville de Lyon. Alors, donc, dans cet ancien couvent, sous ces sculptures impressionnantes, dont Gaël nous fera une interprétation allégorique très originale, y voyant des figures de la prévoyance, de la précaution et quelques autres. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Gaël, au moment de ton intervention. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est un moment déterminant, à mon sens, dans la prise de conscience de la conservation préventive par les responsables français. Ceux-ci, confrontés à l'expérience des Canadiens, qui était déjà bien établie et ancienne, ne purent que constater un certain décalage, c'est un euphémisme, dans la gestion des musées, l'organisation et l'exploitation des collections. Et on peut dire qu'à ce moment, un verrou saute qui va permettre d'envisager de nouvelles approches de la conservation. Cela aura des conséquences dans l'évolution de la discipline dans les années qui suivirent, tant sur le plan de la formation que sur celui de l'organisation des institutions, les deux ne pouvant être déconnectés évidemment. En effet, l'année suivante, le colloque organisé à l'UNESCO, et alors là on devrait trouver avant peut-être, voilà, hein, l'image que vous avez déjà vue, donc colloque organisé par la RAFU, montre que la conservation préventive est un vrai sujet, sérieux, qui se construit dorénavant comme une discipline à part entière. C'est tout ce contexte qui va amener la même année à envisager la création d'un 3e cycle en conservation préventive à l'Université de Paris 1. Alors l'élaboration du programme a pris 2 ans et a fait l'objet d'une large concertation favorisée par le changement d'attitude vis-à-vis de la conservation préventive initiée par les Journées de Lyon et le colloque de Paris. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les ministères de la Culture et de l'Enseignement supérieur se regardaient en chien de faïence, ne s'entendaient pas, et mettre autour de la même table plusieurs directions du ministère de la Culture avec l'université et à son instigation tenait vraiment de l'exploit. On en fut même, nous, étonnés que 22 personnes acceptèrent de participer à ces réunions. Alors la plupart des directions du ministère de la Culture étaient donc représentées. Il y avait la direction du livre avec la Bibliothèque nationale, donc la Bibliothèque nationale représentée à l'époque par Astrid Brandt, les musées de France et le service de restauration des musées de France qui était représenté par France Dijoux, et le service technique par Ezrati et l'autre personne que j'ai soudain oubliée, Sauret, Alain Sauret.
Il y avait la direction du patrimoine, par la présence du directeur du service des plans et reliefs, Max Polonowski, l'Institut français de restauration des œuvres d'art, l'IFROA de l'époque, en la personne de Ségolène Bergeon, la mission de la recherche et de la technologie, représentée par Jacques Philippon, et plusieurs experts, dont le très regretté Diaz Pedregal. Et bien sûr, cheville ouvrière de l'ensemble, l'ICROM, avec à la manœuvre Gaël Le Guichin et Catherine Entremarquis. Et puis, évidemment, l'équipe pédagogique de l'université, de la section de conservation-restauration, et de son directeur, Jean-Pierre Sodini. On doit parler en premier lieu, évidemment, de Marie Bergucou, qui eut l'inspiration heureuse en 1991 de proposer de s'orienter vers un DESS, mais aussi Claude Larocque, quand il s'est agi de mettre en forme le programme. 2 réunions plénières furent organisées, mars et juin 1992, entrecoupées de réunions restreintes pour élaborer le contenu des modules, et chaque réunion était représentée par ces 22 personnes qui ont participé de façon très assidue à l'élaboration du programme. Alors, l'idée directrice qui s'est dégagée et qui a été adoptée à l'issue de ce travail était que la conservation préventive devait se concevoir de façon globale, systémique, si vous voulez, pour être plus savant, et qu'un changement d'échelle s'imposait dans l'analyse et l'apprentissage des phénomènes en jeu. Elle exigeait de prendre en considération, dans un esprit pluridisciplinaire, toute la chaîne des causes mettant en péril les biens culturels. Là, Gaël, tu vas reconnaître l'un de tes thèmes favoris. Le programme de formation adoptera donc dès l'origine cette nécessité de sortir la conservation préventive du cadre habituel. On ne parlera désormais plus d'objets, mais de collections. On s'intéressera au bâtiment dans son ensemble, intérieur et extérieur. On favorisera le travail d'équipe. On développera une gestion à long terme des collections. Donc le programme se construira donc autour de ces thèmes, mais en ordonnant la succession des cours à partir de l'enveloppe architecturale, échelon le plus large, pour, en déclinant les différentes étapes, aboutir aux collections, le point focal de la prévention. Alors c'était une construction en peau d'oignon qui a le mérite d'être pédagogique en amenant progressivement vers les collections, en intégrant au passage tous les paramètres à prendre en compte, mais schéma qui doit être inversé à la fin du cursus pour que dans la pratique habituelle, quotidienne, on parte en priorité des collections pour les placer au cœur du dispositif préventif. Collections ou bâtiments, quand on est dans les monuments historiques, ou les fonds d'archives ou de bibliothèques, quand on est dans ces autres domaines. Le travail d'équipe, alors je ne sais pas quel... Oh, encore, tu avances, voilà. Le travail d'équipe fut l'une des dispositions adoptées dès l'origine et un objectif du parcours pédagogique. D'une part, pour connaître et reconnaître les différentes composantes professionnelles du monde de la conservation, et on avait la chance dans le DESS d'avoir comme public des professionnels qui provenaient de différentes origines et qui couvraient de façon générale tout le champ patrimonial. Et puis d'autre part, favoriser le dialogue et la nécessaire coopération entre les professionnels pour réaliser la prévention. Alors, au cours du cursus, là tu peux envoyer les photos au fur et à mesure, différents exercices de groupe réalisent cet objectif, et particulièrement l'évaluation finale de collections qui nous amenait à résider plusieurs jours dans un musée, dans un établissement public. Alors, à l'issue de sa formation, l'étudiant devait être capable, j'espère qu'il l'est toujours, d'évaluer les risques de dégradation, de mener une évaluation sur l'état d'une collection, d'un fonds d'archives ou de bibliothèque, de proposer les solutions et les changements nécessaires à leur sauvegarde, de prendre en charge les opérations de mouvement des œuvres, de gérer les prêts entre établissements et de contribuer à une exploitation rationnelle du patrimoine confiée aux institutions culturelles. L'organisation fut pensée en 5 modules. Cette configuration se maintiendra jusqu'en 2005, où le DESS se transforme en master, où il est procédé à un toilettage des modules, dorénavant nommés unités d'enseignement, mais la philosophie initiale n'est pas abandonnée, l'architecture du cours à peine modifiée. Ce sont donc des cycles de 10 ans qui riment la vie de cette formation, puisque depuis 2015 est en œuvre une nouvelle réforme qui va pour le coup bouleverser cette architecture, mais dont je ne saurais vous parler convenablement, puisque je n'en suis plus partie prenante, et je pense que mon voisin va, lui, le faire de façon correcte. Je vous remercie.